Allons retrouver Maître Frédéric Bérard. Vous allez bien, Maître? Maître Langevin, comment ça va? Ah, ça va bien, il est en santé. Est-ce que vous avez la COVID, vous? Ah, ben non, j'essaie, ça fait 9 mois, il n'y a rien à faire, vous? Pas capable de pogner ça, pas capable de pogner Ben ça. non, Non. c'est comme quand je joue au troisième but à Mont-Laurier, pas capable de pogner ça, il n'y a rien à faire. J'essaye autant, je te jure. On va commencer d'ailleurs avec la vaccination et le consentement. J'ai lu que M. Legault a déjà dit, au pire, on n'écarte pas la vaccination obligatoire. Ça a commencé drôle un peu quand on apprend que 60% du personnel en soins dans un centre de santé du Québec refuse le vaccin. Puis là, après ça, tu essaies de convaincre le monde que le vaccin, c'est bien parfait, il est bon, puis il est sécuritaire. Aïe, aïe, aïe. On n'en sort pas, hein? Non. Ceci dit, petit bémol peut-être, on peut avoir des doutes sur le vaccin sans être un complotiste, là. Oui. Qu'on s'entende bien. C'est sûr que ce vaccin-là a été fabriqué en un délai pratiquement record, 9 mois à peu près. Mm-hmm. Donc, évidemment qu'on peut se poser la question, mais est-ce que c'est sécuritaire et tout? Mais moi, je vous dirais, quand l'OMS, quand Santé Canada, quand l'équivalent aux États-Unis ou partout en Occident vous dit que oui, ben peut-être qu'il subsiste une petite part de doute encore, mais franchement, si on fait la balance des inconvénients, ça devrait pas être le cas. On devrait pencher du côté de la vaccination. Pour Legault, ben, il a ce pouvoir-là, en vertu de l'article 123 de la loi sur la santé publique, où on dit très clairement que le gouvernement québécois peut prendre les mesures nécessaires sans délai, sans formalité, pour forcer la vaccination obligatoire. Maintenant, la question qui va se poser, est-ce que cet article-là, de loi en question, est-ce qu'il est constitutionnel? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui pourraient en attaquer la constitutionnalité devant les tribunaux, puis ça serait correct, c'est comme ça, on vit dans une société de droit. Moi, j'ai tendance à penser, puis je suis à peu près certain de ne pas me tromper sur celle-là, qu'il n'y aurait pas de violation des chartes. Il y a un droit qui est protégé qui s'appelle le droit à la liberté, qui vous permet, en vertu de la Charte canadienne, de déterminer de certains aspects de votre vie privée, notamment d'un point de vue médical, pour vos enfants aussi. Sauf que là, on est dans un cas de pandémie. Et c'est là que la donne vient de changer, Michel, dans l'optique où, quand tu es dans un cas de pandémie comme celui-là, bien évidemment que les droits et libertés doivent se tasser un peu au nom de l'intérêt public. Parce que si on n'a pas, selon ce que j'ai compris des scientifiques, je ne le suis pas moi-même, là, mais si on n'a pas 70% au moins de vaccination globale au Québec, ben on passe à côté de la traque. Donc, de là, l'idée d'une vaccination obligatoire. C'est ça. Puis on va voir la progression, le pourcentage, comment ça s'annonce. Je comprends que c'est attaquable en justice, là, mais effectivement, l'objectif du gouvernement voudra atteindre ce 70%-là. À suivre. Maintenant, là, je veux qu'on parle du fameux mot en haine. J'ai été très surpris d'apprendre dans les derniers jours que dans toute cette histoire-là qui émane de l'Université d'Ottawa, puis je vous rappelle le contexte, là, une professeure qui utilise le mot en haine dans le cadre d'un cours qui est donné à l'Université d'Ottawa pour illustrer un fait historique. Cette dame-là s'appelle Lieutenant Duval, Madame Lieutenant Duval. Et là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fondé que la direction, il y a eu tout un tollé à travers le pays, à travers le monde presque là-dessus. On l'a jamais rencontrée, elle, à l'Université d'Ottawa pour y parler? C'est exactement ça, en fait. Puis moi, quand cette histoire-là est sortie au début, j'enseigne à l'université, donc je suis évidemment sensible. Je te dirais qu'à la base, comment je te dirais ça? J'étais un peu du côté de la prof. La liberté académique, c'est le fondement même de l'université. Le jour où les profs d'université ne peuvent plus s'exprimer librement, ben là, il n'y a plus de débat possible dans nos sociétés. Parce que tu peux pas le faire à l'université, tu peux pas le faire ailleurs. Cela dit, évidemment, moi, je suis un antiraciste notoire. Là, je fais partie des luttes antiracistes, bon, et tout le truc. Mais là, j'essayais de comprendre ce qui s'est passé. Et là, j'ai réalisé assez vite qu'on avait juste une version. Ce qui n'a pas empêché la direction de l'Université d'Ottawa de la balancer en bas de l'autobus pour la chose suivante. Et ça, moi, je le savais un peu parce que j'avais entendu parler d'amis qui travaillent à l'Université d'Ottawa, mais on a eu la confirmation de ça cette semaine de Lieutenant Duval elle-même. Tout ce qui est arrivé, au fond, là, elle n'a jamais utilisé ce mot-là pour insulter la communauté noire, là, mais ça, tout le monde le savait, là, ça n'avait rien à voir. Elle, cette dame-là, enseigne notamment l'appropriation culturelle à travers les époques coloniales et ainsi de suite, et elle a essayé de faire la démonstration que le mot en haine, en l'employant dans son entier, si tu veux,
que ce mot-là a été réapproprié, récupéré de telle manière, bon, je ne connais pas assez, peu importe. Et là, il y a une étudiante. Là, au début, ça avait été présenté comme s'il y avait une espèce de manifestation. Bon, c'est pas du tout. Il y a une étudiante qui est pas noire elle-même, qui a dit « Ah, ben moi, je trouve que ça se fait pas. » Là, ils se sont entendus après dans le cours, ils en ont reparlé. Ça s'est réglé là. Et l'étudiante, donc je le répète, il y en a une qui est même pas membre de cette communauté-là. Les autres membres de la communauté s'en fichaient, voyaient bien que la prof n'utilisait pas le mot pour insulter qui que ce soit. Là. Ça fait partie de sa job de t'expliquer le mot a été récupéré à travers les époques. Bon, mais c'est bien dur de ne pas le prononcer, ce mot-là. Mm-hmm. Bref, l'étudiante en question sort sur Twitter, c'est écœurant, c'est passé de l'affaire, ça. L'Université d'Ottawa a pris le mort aux dents, a garoché le lieutenant Duval en bas de l'autobus, puis au derrière. Quand elle dit « Est-ce que je pourrais présenter ma version? » Ils ont dit « Toi, tu fermes ta gueule. On la veut pas, ta version, ça nous intéresse pas. Raciste. » Elle dit « Mais oui, mais c'est pas ça qui est... Mais je comprends pas. » Wow. Ils l'ont ramené 4 semaines, 5 semaines, quelque chose comme ça, après coup. Elle a, à cette étape-ci, elle n'a toujours pas pu présenter sa version. Elle l'a fait auprès d'Isabelle Haché de la presse en lui remettant la preuve écrite de ce qui s'est réellement passé. Elle avait conservé tous les courriels en question. Et ça, je trouve ça, Michel, épouvantable. Parce qu'en plus, on a essayé de surfer une couche de plus là-dessus en nommant un directeur à l'Université d'Ottawa, je ne sais pas le titre exact, le directeur pour la lutte contre le racisme ou un truc du genre. Oui. En faisant un lien entre les deux événements. Donc, en d'autres termes, toi, là, lieutenant Duval, ma raciste, là, on va t'apprendre à vivre, là. C'est assez écœurant. C'est écœurant sur le fond, mais c'est encore plus écœurant sur la forme. Parce qu'on vit dans une société où il y a un principe qui devrait exister en tout temps, ça c'est le principe de l'audi alteram partem en latin. Ça a l'air bien savant matin, mais tout ce que ça veut dire, c'est on doit entendre les deux parties avant d'avoir une idée de ce qui s'est passé. Il me semble que c'est un principe de base là, pour tout dans la vie. Là. À l'Université d'Ottawa, non. Ils ont décidé que non, ça ne faisait pas ça. Puis Jacques Frémont, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui m'avait engagé à l'Université de Montréal à l'époque, qui était sur mon jury de thèse de doctorat, c'est un gars brillant, c'est un gars... Là, je pense qu'il a échappé le ballon, mais totalement. Il a eu peur. Pense-y, là, c'est rendu fou. Là, c'est du terrorisme intellectuel, cette affaire-là. Une seule personne sort sur Twitter, hors contexte, dit n'importe quoi. Pas de claque, on n'écoute même pas la personne, puis on la suspend, puis après, on nomme un directeur pour dire hey, on n'en veut pas de racisme ici. Ça s'est ramassé jusqu'à la Chambre des communes. Trudeau a été obligé de sortir là-dessus. C'est quand même assez incroyable. Sans même qu'on entende sa version, moi, je trouve ça épouvantable. Ce n'est pas digne d'une démocratie et d'un État de droit. Ça, je suis désolé. Il y a d'autres régimes avec d'autres noms pour ça. Je suis tellement d'accord avec ce que tu avances ce matin, M. Frémont. Il paraît très mal dans cette histoire-là. Puis écoute bien ça, mon Frédéric. Toi qui es avocat en plus. Cette semaine, on apprend ça, qu'une fille dans un cours lève la main sur Twitter, dit voici ce qui s'est passé, puis on juge un prof sans même lui demander sa version. Puis pendant ce temps-là, on a une femme qui va témoigner devant un tribunal pour dire j'ai été victime d'agression sexuelle. La juge dit je te crois, mais j'acquitte ton agresseur. C'est vrai que quand tu mets un par-dessus l'autre, il y a un petit quelque chose qui cloche, hein? C'est quand même, tu sais, dans la société dans laquelle on vit, des fois, il y a des incongruités, des incohérences, puis on en a été témoin cette année. Excellent commentaire, encore une fois, ce matin. Sinon, la vie est belle, mon Frédéric, tout va bien? Oui, je voulais te dire ça parce que je sens que peut-être certains de tes auditeurs, auditrices, qui disent « Ah ouais, un gars de Montréal, blablabla ». Mais là, écoutez bien, premièrement, je suis pas vraiment de Montréal, je suis de Mont-Laurier, première des choses. Ouais. Et deuxième des choses, il s'est passé quelque chose, Michel, au début des années 90, c'est-à-dire l'échange de Claude Lemieux au New Jersey pour Sylvain Turgeon, qui s'est ramassé à Ottawa pas longtemps après dans le repêchage d'expansion, si tu te souviens. Ben, je me souviens très bien, je décrivais les matchs des sénateurs dans ce temps-là, à radio. Je le sais, puis je t'écoutais à l'époque. Mais je veux dire que quand on a échangé Claude Lemieux, qui était mon héros d'enfance et mon voisin à Mont-Laurier, en fait ses parents, oui, j'ai changé d'allégeance, j'ai fait le serment du test et je suis devenu un fan des sénateurs d'Ottawa de A jusqu'à Z. Boum. Et encore aujourd'hui, je suis le seul de mes amis à Montréal, puis peut-être, en fait, assurément le seul à Mont-Laurier, mais c'est pas grave. Là, je fais pas ça pour me faire aimer, je fais juste ça pour me faire moins haïr. C'est ça que je te dis ça ce matin. En tout cas, il y a une affaire qui est sûre. T'as plus qu'une once de bon jugement
à l'intérieur de toi, mon Frédéric. Merci beaucoup. Encore une fois ce matin. Et puis, je te souhaite un bon joyeux dans des fêtes, malgré les circonstances. Garde ton sourire, ta bonne humeur. Salutations à tous tes proches. Et on se retrouve sans faute au début du mois de janvier. Salutations très réciproques. Merci à tout le monde de m'accueillir dans la belle grande famille de Cogeco. C'est un plaisir chaque semaine. On s'amuse bien. Et puis pour le reste, on se revoit quand tu voudras. Parfait, Frédéric. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye bye. Au revoir. Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit constitutionnel et bien sûr chroniqueur le jeudi ici à Que l'Outaouais se lève. 7h20 dans quelques instants. On va aller voir qui gagne le prix Citron. Le prix Citron de la Fédération canadienne des contribuables. Vous voulez pas manquer ça.